débat. La première étant surtout pas protocolaire, la deuxième étant ne pas mettre mal à l'aise les élus, la troisième étant ne pas faire le panégyrique des CAE, parce qu'on sait bien qu'on est merveilleux, mais on a plus besoin qu'on nous le dise, on a besoin d'autre chose. Alors si vous le voulez bien, finalement je vous avais fait parvenir quelques questions, si vous le voulez bien, je vais peut-être commencer par la dernière, parce que vous soyez élus ruraux, votre cas, que nous soyons CAE, nous vivons une période troublée, une époque troublée, une époque de mouvement, de mutation positive plus ou moins, ça dépend un peu des circonstances. Toujours est-il que dans un contexte évolutif comme nous le connaissons, bousculé financièrement, bousculé par les mentalités, bousculé par les exigences des sociétés, et il y en a beaucoup des exigences de nos concitoyens. Qu'est-ce qu'on peut encore faire pour vous en tant que CAE ? Je ne sais pas, qu'est-ce qu'on peut encore faire. Ce que je connais du CAE de l'Indre, il fait un bon boulot. Je pense que je me rappelle des premières fois que je l'ai rencontré. Il m'a dit qu'il fallait juste je l'ai fait. Oui, alors j'étais venu pour le choix des fleurs uniquement. C'est ça. Non, je ne sais pas, comme ça. Je sais pas. Qu'est-ce qu'on peut encore faire? Je vais vous dire. Vous avez beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses à faire parce que on a beau être maire, y compris depuis longtemps, on n'est pas forcément diplômé en bon goût. Et donc, vous avez une responsabilité très lourde qui consiste à sensibiliser les maires et les conseillers municipaux sur l'importance de l'architecture. Voilà. Ça, tout de suite, ça calme. Oui, mais au-delà de cette remarque qui est une évidence, hein, puisque c'était partie de vos missions, effectivement, je crois que la question s'adresse d'abord à la culture, évidemment, à la culture du maire et de son conseil municipal. Et donc, il y a un travail de pédagogie important qui s'impose, et la nécessité aussi de développer un argumentaire, parce que le maire, ensuite, il faut qu'il puisse convaincre son conseil municipal et parfois ses habitants sur le bien fondé d'un aménagement, d'une réalisation. Et ça, c'est pas toujours simple. Je crois que, je vais le dire de manière assez violente, la région centre a mis en place des aménagements centre-bourg, et on a eu affaire à une forme de paresse de la part des architectes et des cabinets, et qui ont fait du copier-coller de ce qui leur semblait intéressant. Et c'est comme ça qu'au bout d'un moment, on finit par avoir des villages qui se ressemblent. Parce que le copier-coller, c'est, vous le savez, hein, une manière simple de reproduire quelque chose. Et vous avez parlé de mutation, hein, c'est vrai, la mutation qu'on connaît, qui n'est pas quelque chose de nouveau. On a un peu l'impression que c'est en ce moment que les choses mutent, mais en fait ça mute depuis toujours. Hein. À la différence qu'on a aujourd'hui une propension à vouloir urbaniser les choses. Et c'est là où votre rôle est important, parce que parfois il faut être très sobre. Et je me souviens quand vous étiez venu pour les universités d'essai à Vergilès, vous m'avez invité à dire quelques mots. J'avais commencé comme ça en disant je suis maire depuis 1989 et ma grande fierté c'est de n'avoir rien fait. Voilà. Alors évidemment, pour un architecte, c'est un peu curieux comme remarque. C'était pas vrai parce qu'on avait fait des choses mais elles ne se voyaient pas. Et c'est là où je dis que ça touche véritablement la sensibilité et la culture des élus, parce que un élu aime faire et que ça se voit. Et donc, il faut les inviter à davantage de sobriété, et puis je vais arrêter parce que sinon ça va durer longtemps. L'autre difficulté, qui n'est pas la moindre, c'est de faire comprendre donc, aux élus ruraux qu'ils ont la chance d'être des élus ruraux. Et c'est là la différence entre l'urbain et le rural, vous voyez. Et aujourd'hui, hein, je dis toujours, un maire, il ne veut pas être maire de cailloux, il veut être maire d'habitants. Et donc, pour qu'il ait des habitants, il faut que sa commune soit attractive. Et le cheminement logique, il est, pour être attractif, il faut être moderne. Et pour être moderne, il faut être urbain. Et c'est comme ça qu'on finit par avoir des espaces qui se ressemblent
les uns les autres. Et pour vous dire combien c'est dans la psychologie de base des élus, je vais me faire plaisir. Quand vous voyez que le chef-lieu du département, 40 000 habitants, se fait appeler métropole, non mais ça en dit long, si vous voulez, sur l'état d'esprit, quoi. Et quand vous voyez qu'aujourd'hui, on va arriver en France à 22 métropoles au 1er janvier de l'année prochaine, voilà, il faut mettre les choses en perspective. Hein, Paris, Grand Paris, très bien, mais Paris à côté de Rio, c'est quand même un nain, quoi. Voilà. Donc tout est toujours relatif. Et ça, c'est pas quelque chose de facile à faire comprendre à ces élus qui, encore une fois, donc, alors, soit veulent laisser des traces, ou en tout cas, parce qu'ils ne le font pas forcément avec de mauvaises intentions, mais veulent rendre la vie de leurs habitants plus facile. Et donc il y a ce raccourci rapide entre modernité et urbanisme qui fait que ce sont des sujets vraiment très très sensibles. Nous, on souhaite que dans les écoles il y ait des informations au paysage et à l'architecture. C'est un sujet très très vaste. Mais voilà, cultiver sa différence, un village du Berry et de la Sologne, c'est pas pareil. Et que, voilà, apprendre à lire, à comprendre comment les choses... Ça ne veut pas dire faire du néo-rustique, hein, évidemment. Hein. On peut être tout à fait contemporain dans l'expression, c'est pas le sujet, mais trouver un langage propre à celui de la commune où on se trouve. Sur ces propos que je cautionne bien évidemment, on ne peut pas dire le contraire, je me permettrai d'ajouter qu'il est important que vous preniez en compte la désertification rurale. Pourquoi? Parce que tous les villages, même les petites villes comme la mienne, subissent bien évidemment une mutation vers les métropoles, soit-elle, et nos villes et nos centres-bourgs perdent de la population et perdent du patrimoine bâti. Je sais qu'à la Châtre, par exemple, il est plus facile de construire un pavillon neuf à la périphérie de la ville que de restaurer les vieilles bâtisses dans nos vieux murs. Ça, je trouve ça dramatique. Donc je pense que vous avez une action très importante auprès des élus, quels qu'ils soient, communaux, départementaux, régionaux, pour souligner ce point, et puis venir en appui parce que la restauration, la préservation du patrimoine bâti, c'est pas essentiellement des habitants, c'est important des habitants. Mais ça a pour conséquence de redonner une vie à un bourg, à une ville. Le petit bistrot de campagne, il ne peut vivre que s'il y a des habitants, comme le disait le président, c'est évident. Le commerce de centre-ville ne peut vivre que s'il y a des habitants en centre-ville. La périphérie devient souvent un dortoir. On y mange, on y dort, mais on n'y vit pas. La vie se passe en centre-ville, absolument. Et au centre des petites villes, pas uniquement au centre des métropoles. Les métropoles ne pourront pas vivre s'il n'y a personne autour, de toute façon. C'est clair. Les petites villes, les bourgs de campagne feront vivre les métropoles, quelles qu'elles soient. Donc je pense que vous avez une mission très importante de sauver, vraiment j'appuie sur le terme sauver, le patrimoine bâti, patrimoine tout court. Et il y a un travail immense à faire à ce sujet de nos petites villes et de nos centres-bourgs, quels qu'ils soient. Remarquable ou moins remarquable, tout patrimoine est justifiable et appréciable et remarquable en toute à chose pour moi. Voilà ce que je veux dire. Juste un mot, parce qu'il faut vraiment comprendre que si, et c'est pas de la flagornerie, si vous n'étiez pas là, vous êtes le sas entre l'idée d'élu et la faisabilité, ou d'ailleurs la non-faisabilité. Et ça, si vous n'étiez pas là, alors bon, déjà, il y a l'aspect, comme tu disais, valide, c'est-à-dire que la commune, on a moins de moyens, donc on met du temps des fois à se lancer dans un projet, parce qu'il faut tout de suite y mettre les moyens, et vous êtes là, et c'est pour ça que c'est très important, et je parle devant Madame la Présidente, conseillère départementale, et je sais combien tu te bats auprès et c'est le président en est bien conscient, mais c'est toujours bon de le rappeler qu'il faut absolument que le CAE soit accompagné parce qu'il y aura beaucoup de communes, et notamment des petites qui n'ont pas d'ingénierie, qui n'ont pas de staff et qui n'ont pas de moyens, et des projets qui ne se feront pas, hein, et qui ne se feront pas, donc c'est d'économie qu'il n'y aura pas. Donc ça, je pourrais vous citer un cas très rapidement.
On était lancé pour faire un téléski à Pouligny-Notre-Dame, qui est pas loin d'ici. C'est une idée qui est... Bon, j'étais conseiller général du petit canton de Saint-Sever. Tu te rends compte que ça me fait rire? Oui, alors, je comprends pas pourquoi vous rigolez quand je parle de téléski. Il fallait bien que j'arrive à le placer un moment. Alors, téléski, non, mais pour vous dire le rôle que vous avez pu, et ça c'est factuel, c'est pas de la flagornerie, pour Alexandre et son équipe. On était un peu bloqués par rapport à ce projet, un projet ambitieux qu'on a monté avec Patrice Martin, de la Fédération française de ski nautique, qui cherchait donc, oui, c'est pas de la même famille, mais voilà, on cherchait un lieu, un site pour téléski, parce que bon, maintenant les hors-bord et les skis nautiques, c'est vrai que c'est compliqué, ça pollue, c'est pas très tendance, enfin bref, et ça coûte très cher. Donc à téléski, on est parti là-dessus, et on voulait pas, on avait besoin d'agrandir ce site, et on cherchait comment. Et là, Alexandre est arrivé, et on était parti pour atrophier une zone naturelle qui aurait été une grande erreur, bien sûr, et arrivé avec un regard, du recul, voilà, avec son équipe, et arrivé, et finalement on a trouvé une autre solution, c'est-à-dire avec un théâtre de verdure et tout ça. Sinon, le projet était bloqué et ça ne serait pas réalisé. Donc voilà, quelque chose de concret, et il faut vraiment qu'on continue à travailler ensemble, parce que sinon les petites communes, c'est ce que tu disais tout à l'heure, eh bien n'auront pas les moyens et de pouvoir concrétiser ces projets et donner de la pertinence à ces projets. Merci. Vous m'offrez l'opportunité de rebondir sur un sujet qui nous a tenu à cœur pendant ces 2 jours, à savoir la participation des habitants, parce que je crois que ça va même au-delà de la concertation telle qu'on l'imaginait jusqu'il y a encore quelques années. Et cette participation des habitants, elle est sollicitée, elle est dite, elle est écrite partout, mais concrètement, nous, on a vu que les CAUE s'étaient engagés dans des actions d'aide aux communes dans ce domaine, mais on se demande un peu comment on peut agir aussi, comment on peut agir mieux. Il a été question hier dans une des associations du Pécha-Coucha de faire aimer les élus. Et moi je me demandais, comme Alexandre l'a dit, je suis aussi élue, je me disais, est-ce que nous avons vraiment besoin d'être aimés? Est-ce que la concertation va nous aider à être aimés, ou est-ce que tout simplement il s'agit de travailler et cultiver et apprendre à faire du projet en commun avec les habitants? C'est pas facile non plus. Voilà, donc j'aimerais savoir si les CAUE, on aimerait savoir si les CAUE jouent bien ce rôle, et surtout, c'est pas, comme je vous l'ai dit en préambule, on ne cherche pas des compliments, on veut savoir comment s'améliorer, comment faire mieux, comment être plus incisif, comment être là au bon moment. En ce qui concerne, par exemple, la concertation, qui est un gros sujet. Je veux bien, oui. Effectivement, les PLUI, les SCOT qu'on doit mener en parallèle, en transfert de compétences à la communauté de communes, mais comme vous le disiez très justement, c'est la SCOT qu'on fait des grandes réunions, on essaye de mobiliser des personnes qualifiées pour aller au-delà des élus qui font déjà beaucoup de choses et souvent qui sont très pris par le temps. Vous voyez, j'ai 6 minutes de retard et la journée n'est pas finie, mais je veux dire par là que c'est très difficile de mobiliser, parce que moi j'ai fait des réunions au niveau quand on a élaboré le PLU il y a 10 ans, au niveau de Saint-Sever, du petit canton de Saint-Sever, et on s'aperçoit qu'on fait une réunion, les gens sont là, mais ils sont toujours là, et c'est là où peut-être vous pouvez avoir un rôle, parce qu'ils sont toujours là, souvent, j'allais dire, c'est mal dit, mais pas pour l'intérêt général, parce qu'ils pensent à leur bout de champ. Il faudrait peut-être que le grand-père va donner au petit-fils, et il faudrait peut-être rendre constructible. Non, mais je fais ça court, et puis c'est un peu caricatural. Mais je pense, c'est pas président, je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est complètement ça. Et donc, il faudrait qu'on arrive à passer la surmultiplier et à passer un étage. Et là, il faudrait nous aider, parce que pour passer à l'étage de la fusée est supérieure. Parce que pour l'instant, moi, j'en suis que là. Et là, on est en train d'élaborer un PLUI au niveau de la communauté de communes La Châtre-Saint-Sever. Donc en tant que président, on a fait le choix d'embaucher un animateur avec le SCOT, avec le leader, avec le pays de La Châtre, et de façon qu'on ait vraiment une action parallèle entre le SCOT et le PLUI, parce qu'on sait très bien que tout ça, il faut que ça soit mené de pair. Alors j'espère qu'on y arrivera. Et
puis effectivement, si le CAE peut nous aider à trouver une dynamique à travers ces réunions, parce qu'on a du mal à se projeter à ce niveau-là. Je passe sous le contrôle de mes collègues et je crois que ça va être vraiment, vraiment compliqué par rapport à ça. On sent les choses, mais non, ce sont tout pour qu'on puisse avancer. Pour distinguer le véhicule de la destination. Et aujourd'hui, on a des véhicules, toute cette réglementation urbanistique qui maintenant est imposée, effectivement, qui est un progrès par rapport à une carte communale qui est un peu sommaire, sauf que dans certains cas, la carte communale était largement suffisante. Et donc vous allez demander à des maires de venir faire un voyage avec une Maserati alors que la 2 chevaux leur convenait tout à fait. Et ça, c'est le véhicule. Et ensuite, il y a la destination. C'est-à-dire que ces règles qui ont été établies ont été, enfin, je ne vais pas faire de procès d'intention, mais dans une logique quand même qui est de concentrer vers les pôles urbains. Et donc, aujourd'hui, nous, c'est le cas chez nous. On est en SCOT et en PLUI. D'ailleurs, je rappelle en tant que président des maires ruraux que sur la question du PLUI, nous avons toujours dit que nous n'avons rien contre le principe du PLUI à condition qu'il soit volontaire. Et qu'il ne soit pas imposé. D'ailleurs, c'est même plus intéressant de le rendre volontaire parce que les gens sont partie prenante de la démarche, alors que si c'est sous la contrainte, ils vont freiner des cas de fer. Bref, aujourd'hui, on est dans cette démarche-là, et je vois l'attitude donc des maires qui est de dire on raisonne à l'échelle de son périmètre. Et on n'a pas forcément le raisonnement à l'échelle de l'intercommunalité. La même remarque que tu viens de faire par rapport à l'habitant qui, lui, vient voir par rapport à son terrain et pas par rapport au territoire communal. Donc, ça nous renvoie encore une fois à une question de culture, mais derrière ça, il y a encore une fois la finalité et la manière dont on s'y prend. Donc, tant qu'on aura un mode de financement qui ne prend pas en considération suffisamment l'espace dans lequel vivent les humains et qui considère uniquement les humains, on aura les attitudes légitimes des maires dans ce sens où, effectivement, ils sont très réfractaires à une vision globale. Sur la question de l'implication des habitants, vous avez, encore une fois, je rappelle, un rôle essentiel de médiation. Parce que le maire n'a pas forcément le vocabulaire pour expliquer les choses, et puis il est quand même parfois dans une situation un peu complexe entre le maire et le conseil municipal et les habitants. Et moi, c'est le cas quand des gens viennent avec un projet, il va falloir le revoir. Voilà. D'abord, pour une raison personnelle, c'est que je considère que ce n'est pas forcément mon goût qui est la référence, et que lui, il a le droit d'avoir un coup de chiotte s'il a envie. Il est chez lui, c'est vrai. Mais bon, ce chez lui, il est aussi dans un environnement. Et donc, on ne peut pas faire comme si de rien n'était. Et donc, moi, je botte en touche en disant, va donc voir le CAE. Je dis toujours aux habitants, avant de faire un dossier de permis de construire qui va être coulé par la BF, allez voir le CAE avec votre croquis, avec ce que vous avez dans la tête, et peut-être que lui pourra vous faire des propositions auxquelles vous n'avez pas pensé. Donc voilà, c'est ce rôle de médiation qui est indispensable aux élus. Moi, je pense aussi que les CAE sont méconnus de la population. Souvent, les personnes qui viennent nous voir dans les petites communes, ils ne savent pas vous expliquer. Ils ne connaissent pas votre travail. Donc nous, les petits maires comme moi, on explique ce que vous faites. Et là, parfois, ils ont envie de vous appeler pour savoir comment vous pouvez les aider. Et je pense qu'il y a un travail là-dessus à faire aussi. C'est vrai. Oui. Mais effectivement, il faut que je pense que les maires, nous devons être l'articulation ou le lien entre la population, même nos conseillers municipaux, et puis le CAE, parce que, comme le dit Pascal, vous n'êtes pas connu par la population, très peu connu en tout cas. Et vous pouvez apporter de nombreux et bons conseils, comme le disait le président, auprès des particuliers. Donc je pense qu'on doit initier cette communication et ce lien, et ça c'est notre rôle. On peut également, je pense, on va travailler bientôt là, ensemble sur un projet important pour la ville d'achat. Je pense qu'on peut aussi, comment dirais-je, présenter des projets des CAE au public et un petit peu dériver de ces projets pour parler d'autre chose, c'est-à-dire amener la population à mieux connaître le CAE, certaines règles en passant par la présentation d'un projet, même d'un avant-projet, et ça permet d'engager une discussion, une conversation et d'échanger sur des points de vue et des réglementations. Parce que quand on dit effectivement à un propriétaire, il faut mettre des petites villas de tel modèle,
On connaît ce propriétaire en question qui est souvent quelqu'un, souvent un copain, mais un contribuable. Et on lui dit non, ça va pas, bon, c'est un peu embêtant. Voilà, on n'est pas rempli de pouvoir exceptionnel, bien sûr, ni d'avis. Donc voilà, c'est important. Je trouve que nous devons quand même être le lien, nous les maires, entre nos habitants et le CAE pour les faire connaître. Et puis, pour faire avancer dans une démarche qualitative de notre architecture et de notre patrimoine, bien sûr. Ceci étant, pour revenir sur les PLUI, ça rejoint tout à fait ce que je disais en préambule, c'est-à-dire que le PLUI, que nous sommes en train dont l'étude est lancée, pour moi, va accentuer la désertification rurale, puisque les terres agricoles sont très importantes, les zones constructives dans les villages comme dans les villes un peu plus grandes sont très limitées, c'est-à-dire que bientôt il faut remplir des dents creuses, comme disent certains, avant de construire au-delà, etc. Sauf que pour remplir des dents creuses, ça coûte à peu près une fois plus cher que de faire un lotissement à race campagne. Donc on va encore réduire le périmètre de construction, donc rendre encore plus impossible de construire en campagne, donc les gens vont se tourner vers la ville et vers la métropole. C'est un cercle assez vicieux. Moi, la question que je voulais vous poser aux élus, c'est, vous savez que la loi nous a confié la mission de formation des élus. Nous sommes organisme formateur depuis l'année dernière, de droit. Enfin. Et donc la question que je pose aux élus, c'est qu'est-ce que vous attendez de nous en tant que formateurs, vous? Parce que c'est vrai qu'on fait du travail avec les habitants, on fait du travail avec les acteurs de l'aménagement, etc. Avec les élus, on faisait ce travail qui était un peu transversal. Aujourd'hui, on a vraiment cette mission de formation à la culture architecturale, urbaine et paysagère. Donc, qu'est-ce qu'on va être? Moi, je suis prêt à faire des choses avec les élus. Donc, ça m'intéresse de savoir quel sujet vous souhaiteriez qu'on traite dans ce domaine. Si vous permettez, je vais répondre parce qu'on a parlé hier matin au ministère de l'Intérieur à l'occasion d'une séance du Conseil national de formation des élus locaux, le CNEFEL, donc qui est cette instance qui étudie les demandes d'agrément et qui propose donc au ministre la décision. Je suis membre de ce CNEFEL et je me souviens, il y a quelques années, avoir soutenu l'idée d'un agrément pour le CAE de l'Indre, qui est une démarche tout à fait intéressante de formation auprès des élus, en concertation avec l'association des maires ruraux et l'association des maires AMF. Et les trois ensemble, donc on a un programme depuis très très longtemps, donc on fait de la formation. Et figurez-vous que ce dossier, alors, pour être membre de ce conseil et de connaître un peu la jurisprudence de ces travaux, c'est un dossier qui ne me semblait pas poser problème. Et finalement, il a posé problème et il y a eu un avis négatif. Tout simplement parce que un des membres du conseil, qui est conseiller d'État, je vais le dire de manière assez brutale, je me suis encore pris hier avec lui d'ailleurs, a dit que un échelon départemental ne pouvait pas réunir la matière grise suffisante pour faire de la formation. Et il a dit quelque chose d'approche. Ça, c'était il y a quelques années, hein, il y a combien de temps? Il y a 5 ans peut-être. Voilà. Et hier, il a sorti pareil, hein, il a parlé de... Alors c'était un autre organisme, je ne sais plus lequel, et il a parlé donc de la province en disant que voilà, il n'y a pas d'intelligence dans la province. Donc là j'étais un peu chaud et... Mais ça dénote quand même pas mal hein, de ce qui se passe dans l'esprit. Et donc on répond concrètement à votre proposition, ce qui a été dit là tout à l'heure depuis qu'on intervient, il y a des pistes qui sont avancées. Ce que je vous propose, c'est que l'association des maires ruraux travaille avec vous pour définir donc des contenus. Avec cette diversité hein, que nous avons d'avoir des associations dans bon nombre de départements, et avec une spécificité, vous l'avez dit, la Réunion, c'est pas l'Aveyron, c'est pas l'Essonne, et pourtant il s'agit à chaque fois de l'architecture. Donc on saisit au bon cette proposition que vous faites pour réfléchir à des contenus. Ok,
Systématiquement, lorsque l'on fait des formations, aussi bien, parce que disons que nous, les maires de l'Indre, et maires ruraux, nous travaillons ensemble et nous travaillons avec le CAUE. Voilà. Systématiquement, toutes les formations que l'on peut faire, réunions d'information, enfin disons, à la demande des maires qui veulent un peu plus de renseignements sur tel ou tel thème. En ce moment, on travaille beaucoup sur les cimetières. Et donc, systématiquement, le CAUE est associé à ces réunions d'information. Bon, On ne travaille pas que sur les cimetières. Il y a un sujet aussi qui a servi un peu de fil rouge dans ces journées de réflexion, c'était la concertation, et c'était comme outil le numérique. On s'est beaucoup posé de questions sur le numérique, son usage, sa pertinence. On l'a grosso modo, dites-moi si je trahis vos propos, on se dit c'est un outil, l'humain est important, etc. Moi on aimerait savoir votre impression par rapport à cet outil. C'est un gadget? C'est une révolution culturelle? C'est l'avenir? Ou c'est finalement faire autrement ce qu'on faisait déjà? Ou est-ce que ça peut aider à tout ce que nous avons évoqué, à savoir peut-être la formation, mais peut-être aussi la concertation, le rapprochement avec les habitants de votre point de vue? Le numérique est bien évidemment très important, d'abord pour la méthode de travail, parce que je connais un petit peu la masse de travail que peut représenter un dossier, et les modifications qu'on apporte à ce dossier sont souvent lourdes de conséquences en termes de temps. Donc pour moi, le numérique, c'est un outil d'abord de travail, ensuite de présentation, parce que quand vous présentez un projet en 3D intégré sur un site, c'est quand même plus facile à lire pour un élu de base qui n'a pas forcément des compétences de lecture de plans ou d'appréciation de projets graphiques. Tous les maires ne sont pas spécialistes. C'est-à-dire un maire, je ne sais pas, le président parlera beaucoup mieux que moi, mais un maire doit tout savoir, tout faire, tout gérer 24 heures sur 24. Depuis le chien qui aboie parce que ça m'est arrivé hier au soir, tout vous dire, jusqu'au journalisme, en passant par l'architecture, en passant par le vétérinaire de la cantine, et j'en passe, c'est les meilleurs. Donc on ne peut pas tout faire. Donc les outils qui nous permettent à nous maires, à nos concitoyens, aux élus et aux habitants d'une ville de mieux comprendre un projet, de mieux lire un projet, sont toujours les bienvenus. Et je pense que les projets initiés par le CAUE en relation avec les élus sont très importants pour l'avenir. Il faut que ces projets soient bien vus. Puisqu'un projet mal apprécié peut capoter, peut être décevant lors de sa réalisation. Donc la présentation de tel projet pour moi, à travers le numérique, est importante. Ça permet, encore une fois, un travail plus facile, je pense, et puis une approche, une intégration, une présentation beaucoup plus facile pour nos habitants lors de dossiers, de projets. Voilà. Oui, effectivement, aujourd'hui, on a besoin en dépendeur, je reviens au conseil municipal, voilà, au conseil communautaire, c'est vrai que quand on a des choses un peu interactives, qui puissent donner un rendu plus rapidement, avoir un visuel, voilà, bien sûr que ça c'est important. J'ajouterais cependant que moi qui suis de la vieille école, je trouve que ça peut être qu'un complément. Le blanc ou la vue en blanc doit rester blanc. Mais c'est la vieille école que vous parlez. C'est un sujet évidemment politique aussi, hein, celui du numérique. Ça fait partie de ces mutations qu'on a évoquées tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est un incontournable. Enfin, aujourd'hui, ça fait un petit moment déjà. Et je me souviens, il y a quelques années, les maires ruraux donc, avaient lancé un sondage auprès des maires ruraux pour connaître leur appétence sur cette question-là. Parce que donc, l'Association des maires ruraux est membre fondateur d'une opération que vous connaissez peut-être qui s'appelle Ruralytique. Ça se passe à Aurillac tous les ans. C'est sur ces sujets-là. Et les chargés de mission chez nous me disaient qu'il faudrait qu'on fasse un sondage auprès des maires pour savoir un petit peu ce qu'il en est. Ça a lieu au mois d'août, cette manifestation, et ils m'ont proposé ça fin juin. Et je leur disais, mais vous n'y pensez pas, un sondage au moment de l'été, sur un sujet comme celui-là, on va se prendre une tôle de chez tôle. Personne ne va répondre. Et comme ils ont insisté, je dis, ok, on essaye. J'ai été vraiment très très surpris. D'abord sur le taux de réponse des collègues, qui était énorme,
pour un sondage, je me souviens plus du chiffre, mais c'était très important. Et on avait demandé dans le questionnaire de hiérarchiser les sujets, et il se trouvait que le numérique arrivait en tête, et que le dernier c'était la poste. Symboliquement, ça cause quand même, parce que chaque fois qu'on entend parler des territoires ruraux, on avance les bureaux de poste et les médecins. Et là, c'était le numérique qui arrivait en tête, avec cette conscience donc, que même si soi-même on ne pratique pas, c'est incontournable. Parce que je connais des maires chez nous qui ne sont pas pratiquants de la chose, qui regardent l'ordinateur à 5, ils sont très croyants. Ils regardent l'ordinateur à 5 mètres, les bras dans le dos, et ils attendent que la secrétaire sorte le papier de l'imprimante. Voilà. Et bien malgré tout, ils ont compris que c'est indispensable. Quand vous avez un maire qui a un site touristique et que les gens, quand ils viennent, ils ne demandent pas si on peut se baigner, s'il y a du vélo, s'il y a là, mais s'il y a de la Wi-Fi, s'il y a du réseau. Au bout de la 4e fois, vous dites qu'il y a quand même quelque chose là. Voilà. Donc c'est un vrai sujet, et politique en ce sens que ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur la nécessité pour les territoires ruraux d'être équipés comme partout. Donc ça coûte très très cher, mais nous ici dans le département, on a le département qui s'y emploie et la région et les fonds européens, mais c'est vrai qu'on est toujours un peu dans cette tournure d'esprit qui est de dire faisons d'abord là où il y a du monde et nous verrons ensuite. Voilà. On ne peut pas accepter ce type de raisonnement. Il ne peut pas y avoir une France à 2 vitesses, les urbains d'un côté et puis les ruraux de l'autre. Et pour vous dire combien c'est une chose qui est dans la tête, vous avez participé à une émission c'était C'est dans l'air, et le sujet c'était les maires qui vendaient le mètre carré, l'euro symbolique. Et donc, ça se passait en Bretagne, ils ont passé un sujet là-dessus, et puis la journaliste se dit alors monsieur, qu'est-ce que vous en pensez de cette idée des maires qui, pour dynamiser leur commune, vendent le mètre carré constructible 1 euro. Et j'ai répondu, c'est sympathique comme idée, mais ça ne fait pas une politique d'aménagement du territoire. Et puis si tout le monde se met à vendre son mètre carré à 1 euro, ça n'a plus aucun intérêt. Alors elle me dit, mais alors qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous demandez les maires ruraux? J'ai dit, la priorité des priorités, c'est le numérique. Je développe, et à côté de moi, il y avait le représentant de Terra Nova, vous savez, un think tank, qui dit, ouais mais ça coûte quand même très cher. Ah oui, ça coûte très cher. Oui, mais ça coûte quand même très cher, et quand on fait le rapport entre le coût et le nombre d'habitants accordés, c'est quand même très très cher. Bon. Il a insisté, j'ai insisté, et puis au bout d'un moment, je trouvais que ça commençait à bien faire, et je lui ai dit, écoutez, mon voisin, il élève des vaches limousines. Quand il télécharge les imprimés de la PAC, ça prend une plombe quand ça décroche pas entre temps. Quand il y a un vodkinet, il faut qu'il mette une boucle à l'oreille et qu'il signale immédiatement donc, le numéro de la boucle. Il est obligé de prendre sa bagnole et aller là où il y a du réseau. Eh bien, je vais vous dire, il ne va pas délocaliser son activité agricole à Châteauroux parce que le réseau est meilleur. La conversation s'est arrêtée là. C'est véritablement un sujet politique, donc nous on compte sur vous aussi pour que dans vos sphères vous puissiez appuyer l'idée que, on le dit souvent, jadis c'était l'électricité, aujourd'hui c'est le numérique. On n'y arrivera pas seul. Bon, le département a eu une grande action depuis des années, n'est-ce pas, avec le très haut débit. Aujourd'hui, on développe la FTTH libre à domicile, mais on s'aperçoit que c'est la collectivité qui, toujours, moi, président de la communauté de communes, on est obligé, pour la communauté de communes d'achat de Saint-Sever, 30 communes, on va pouvoir amener la FTTH dans le premier phasage que sur l'achat de Saint-Sever et des communes périphériques que leur accordement va le faire, c'est à 145 000 €. Donc on fait comment? À un moment donné, voilà. Mais bien sûr, c'est très pertinent parce que comment pourrons-nous, là, on va accueillir une entreprise sur le bassin de vie de la Chatte, 80 mégabits, il leur faut ça, parce que sinon, ils ne viennent pas. Je crois que la question qui se pose aussi, pour peut-être dire les choses de manière plus large, on passe son temps à dire oui, ça coûte cher, les territoires ruraux coûtent cher, ça coûte cher. Et combien ça coûte la surconcentration des zones urbaines?
Donc on pourrait aussi raisonner différemment, hein, c'est-à-dire en termes d'investissement. Un euro qui est dépensé dans les territoires ruraux, c'est autant d'économiser dans les villes. Donc il y a un changement, encore une fois, là, au niveau des mentalités qui doit s'opérer. Ne plus considérer les espaces ruraux comme une charge, mais plutôt comme une chance. Voilà. Et ça passe par un discours politique. Et quand vous avez donc la loi sur le numérique qui a décidé 3 zones, les zones rentables où les opérateurs sont en concurrence et ça fonctionne bien. Un deuxième cercle, c'est moyennement rentable, on va faire du partenariat public-privé. Et puis un troisième cercle, c'est pas rentable, c'est les ruraux, ça va être à la charge de la collectivité. Il y a un choix, une politique qui n'est pas acceptable. Voilà. Donc c'est intéressant de voir comment les choses finalement s'imbriquent les unes dans les autres. Si dans nos réflexions qu'on peut mener sur des contenus de formation, peut-être, puisque les communes ont encore la charge de l'école, peut-être voir aussi à destination des écoles, et en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale, une approche possible, une sensibilisation dans les écoles à partir de documents qui pourraient être établis et qui expliquent aux habitants l'intérêt de là où ils vivent. Parce que finalement, on ne connaît pas forcément toujours là où on est. Donc si on veut que les mentalités changent demain, il faut commencer, c'est une évidence tout petit. Merci. Écoutez, c'était ce à quoi je pensais comme conclusion. Donc on peut considérer qu'elle est faite. Merci beaucoup. C'est vrai, apprendre aux habitants à apprécier le lieu où ils vivent, à le connaître. Je crois que c'est aussi ce à quoi nous nous employons en tant que CAE depuis maintenant 40 ans, puisque la loi sur l'architecture, qui est notre texte fondateur, a 40 ans cette année. Voilà, merci beaucoup messieurs de votre participation. Moi, je vais vous redire encore merci beaucoup. Et j'étais très très heureuse de pouvoir accueillir des universités d'été, les CAUE, dans le département de l'Indre. Et j'espère que l'année prochaine, il y a d'autres régions qui vont prendre la suite. Voilà, j'espère. Nous allons passer, Alexandre. Qu'est-ce que l'on fait maintenant?